Il est 18h36, je propose à Allez, on chacun y va. qu'on démarre et puis ceux qui seront en retard se grefferont au fur et à mesure. Merci Alain de prendre le relais. On va commencer, Charité bien ordonnée commence par soi-même, par une petite présentation de Moissac Lab. Je vais partager avec vous mon écran pour vous expliquer un petit peu, 3 minutes, Moissac Lab. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Ça arrive. Alors, Ouais. diaporama. Donc, Moissac Lab. Alors, petite introduction. Aujourd'hui, on va parler il y a 55 minutes de débat prévu, 30 minutes de questions-réponses. La visio est enregistrée, elle sera diffusée sur nos supports. Pour les prises de parole, pendant les 30 minutes qui sont dédiées au public, si chacun peut intervenir un maximum de 2 minutes, de façon à laisser la main à tous. Si vous avez des questions ou alors des compléments d'informations à nous apporter, il y a une messagerie groupée sur laquelle chacun peut intervenir. Merci d'éteindre vos micros, sauf les intervenants et Gérard Vallès. Courtoisie et bonne humeur de rigueur. Moissac Lab, c'est donc un observatoire de la vie moissaccaise qui travaille sur les questions politiques, sociales, économiques, culturelles et environnementales. Nous avons commencé à travailler sur le sujet à partir de septembre-octobre 2020. Nous avons officialisé notre groupe en février 2021. Nous nous sommes donné 3 axes de travail: observer, informer, proposer. Ce soir, nous sommes dans l'observation, dans l'information. C'est le grand dossier numéro 1 que nous avons décidé de prendre en main, qui s'intitule Famille Rome d'origine bulgare à Moissac. Perspective d'intégration, profil et perspective d'intégration. Ce soir, nous sommes au chapitre 2. On va le voir tout à l'heure. Nous rassemblons donc des sensibilités et des compétences différentes. Ce n'est pas un groupe politique, bien que, comme chacun le sait, plusieurs d'entre nous sont engagés dans différentes mouvances politiques. Et nous souhaitons associer à nos travaux le maximum de citoyens, et chacun peut, ponctuellement ou davantage évidemment, collaborer aux travaux proposés. Les supports que nous utilisons: une page Facebook, un compte Twitter, une page YouTube, capsule vidéo que vous avez déjà pu voir sur nos différents supports, un site internet qui est en cours de production, et de la production de documentation, et bien évidemment l'organisation de conférences. La façon dont on fonctionne par thématique, c'est-à-dire que l'un d'entre nous propose une thématique sur l'urbanisme, sur le social. Actuellement, nous sommes en train, en plus de ce grand dossier numéro 1, de travailler sur la dépendance à Moissac, la solitude et l'incapacité physique ou mentale, par exemple, et la santé. Ensuite, on élabore des sous-groupes où chacun travaille par affinité et peut travailler avec les membres de son choix sur les thématiques de son choix. Notre charte de fonctionnement: pour l'instant, nous sommes un groupe d'intérêt. Nous réfléchissons à nous positionner en association, ce qui nous permettrait de nous développer autrement. Ce groupe est composé de membres strictement égaux. Nous n'avons pas de président. Chacun exerce des responsabilités en fonction des sujets de travail qu'il propose et de ses compétences et de ses savoir-être et savoir-faire. Pour devenir membre de Moissac Lab, il s'agit de cooptation. Il faut qu'il y ait un accord à minima de 60% des membres déjà en place. Il n'y a pas à proprement parler d'adhérents aujourd'hui. Et effectivement, pour la répartition des tâches, on peut décider, par exemple, qu'il y aura un coordonnateur spécial par dossier spécifique. Les membres fondateurs, vous les avez ici. Ça rassemble, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un large panel de sensibilités sociales et politiques. Et ce soir, nous travaillons donc sur ce dossier numéro 1, chapitre 2, agriculture et travail saisonnier. Alors nous avons la malchance, malheureusement, Françoise Roche ne pourra pas être des nôtres ce soir. Elle a passé sa nuit dans les champs à essayer de combattre le gel, avec pas beaucoup de succès malheureusement. Elle repart ce soir pour tenter de sauver l'autre partie de son champ, puisque nous avons atteint -5 la nuit dernière, et que cette nuit est prévue -7 sur le territoire. Courage à nos agriculteurs. Gérard Vallès, je vous laisse le micro, l'antenne.
Ah, voilà, elle me vous voit maintenant. Bon, merci Séverine. Voilà, donc premier épisode de notre travail sur les travailleurs saisonniers et notamment les Roms, puisqu'on était parti de la constatation qu'à Moissac, il y avait une population Rome extrêmement importante, employée notamment dans les champs. Donc dans le premier chapitre de notre travail, on a essayé de comprendre qui était cette population, d'où elle venait, comment elle fonctionnait. Et on avait pour cela la contribution d'un chercheur et d'une spécialiste de terrain. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder comment l'agriculture utilise des travailleurs saisonniers et surtout pourquoi. Alors on avait prévu effectivement 4 grands témoins pour cette soirée de réflexion. Nous ne sommes plus que 3, mais je pense que la qualité est là et je vais présenter chacun de nos intervenants. Alors Nathalie Viguier, elle est directrice du conditionnement chez Boyer SA. Et Nathalie, ma première question serait, c'est quoi directrice du conditionnement? Ça consiste en quoi? Donc, ça consiste à avoir la responsabilité des apports de fruits jusqu'à leur expédition, en incluant non seulement la qualité du fruit en lui-même, mais toute la présélection, les informations les réunions d'information collective, tout le recrutement du personnel saisonnier et l'encadrement du personnel saisonnier et permanent, station de conditionnement. Voilà, tout confondu. Très bien. Alors, on y reviendra parce qu'effectivement, vous employez pas mal de personnel saisonnier. Donc, on parlera de la contribution de ces salariés et de qui sont-ils exactement et de que font-ils exactement chez vous. Deuxième grand invité de ce soir, c'est Alain Hiche, qui est le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et qui est par ailleurs vice-président de la Chambre d'agriculture, si j'ai bien compris, hein, Alain Hiche. Quelle est votre exploitation? Vous avez quel type d'exploitation? Vous êtes arboriculteur? Vous faites de la céréale? Vous faites quoi? Bonjour. Alors moi, je suis éleveur sur un autre secteur du département parce que c'est le secteur de Parisot, voilà, limite de l'Aveyron. Et je ne fais pas d'arboriculture, mais je connais quand même un peu le sujet de l'emploi dans ce département. D'accord. Alors, docteur, on va y revenir tout à l'heure sur l'emploi parce que c'est une vraie question. Et troisième grand témoin de cette soirée, Maurice Andral, qui est moissaguais, lui, pour le coup, qui est président de l'AOP Prune et qui a une grosse exploitation agricole de prunes aussi, mais pas que. Alors, Maurice, l'AOP Prune, c'est quoi exactement? L'AOP, ça veut dire quoi? Alors, il y a une petite erreur. Je suis le vice-président national de Prune. Donc, le président, c'est M. Joël Boyer. L'AOP Prune, c'est des groupements de producteurs qui regroupent toutes les OP de fraises. Et on produit beaucoup de prunes en France? Ou est-ce que Moissac à quelle position par rapport à la production française? Alors, la prune, nous sommes les premiers producteurs français en prune, dont le Tarn-et-Garonne, aujourd'hui, sur 45 000 tonnes de prunes, en produit 30 000. Nous sommes les premiers producteurs nationaux en prunes. D'accord, très bien. Alors, donc, on le voit, nos agriculteurs ont besoin, et ça se voit dans les rues de Moissac, ça se voit un peu partout sur le département, ont besoin d'une main-d'œuvre saisonnière, souvent immigrée. Est-ce que, alors c'est une question un peu générale, mais est-ce que la situation est la même dans les autres départements de France? Est-ce que ailleurs, on emploie autant de saisonniers que dans notre département? La question s'adresse peut-être à Alain Hiche, qui, donc, en tant que syndicaliste, a une vision un peu périphérique sur les questions. Alors, d'autres départements en France ont la même problématique que nous sur l'emploi. Pour le Tarn-et-Garonne, juste quelques petits chiffres. Hein. Le chiffre de l'agriculture en Tarn-et-Garonne, c'est 585 millions d'euros de chiffre d'affaires que l'agriculture. C'est une superficie de 220 000 hectares. Si on compare au Gers, par exemple, le Gers, c'est 600 000 hectares pour 700 millions de chiffre d'affaires. Autrement dit, un département 3 fois supérieur au nôtre, mais avec un chiffre d'affaires qui est légèrement supérieur au nôtre. Premier producteur de prunes, premier producteur de pommes, deuxième producteur de kiwis, deuxième producteur de noisettes, beaucoup aussi de production de melons. Donc, ce qui fait un emploi saisonnier en Tarn-et-Garonne de l'ordre de 22 à 24 000 saisonniers chaque année pour notre département.
ce qui nous place pas au premier rang, mais je pense au deuxième rang de l'emploi en France sur les saisonniers. Oui, donc on a une vraie spécificité tarn-et-garonnaise, clairement. Tout à fait, c'est une vraie spécificité tarn-et-garonnaise avec des exploitations de taille petite, entre guillemets, parce que la moyenne des exploitations est de 45 hectares. Et ça, je tiens à le souligner, c'est aussi quelque chose qui est plutôt une spécificité tarn-et-garonnaise, on va dire. Est-ce que la taille des exploitations a varié depuis les origines, enfin depuis plusieurs années? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la taille des exploitations? Alors, il y a bien sûr une évolution, mais qui est quand même plutôt marginale, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a augmenté de 2 à 3 hectares en moyenne sur 15 ans. Donc, on reste sur des tailles qui sont raisonnables, certes, mais qui n'a pas été, enfin, pas avec une grosse disproportion, comme on peut le voir dans d'autres départements. Et cela est dû à l'arboriculture des départements voisins, sur lesquels on a des exploitations qui peuvent aller de 200 à 300 ou 400 hectares. C'est notamment parce que c'est des productions de céréales où c'est qu'il y a peu d'irrigation. Le maintien de l'irrigation dans ce département préserve nos petites exploitations. D'accord. Et est-ce que vous diriez que les besoins en main-d'œuvre saisonnière augmentent ou sont toujours à peu près au même niveau? Alors, elles sont stables, hein. Le nombre de saisonniers demandés, il est stable. Par contre, on a de plus en plus de difficultés. L'an dernier, on avait une faible production, on va dire, en arboriculture et notamment en pommes. Il y a 2 ans, il a manqué, on l'estime, autour de 1000 saisonniers en 2019 pour le Tarn-et-Garonne. Alors, Maurice Andral, vous qui êtes directement sur le terrain et confronté tous les jours à des problèmes effectivement liés à la récolte des fruits et au traitement des arbres, une question d'un béotien un peu bébête peut-être, mais la mécanisation, elle ne pourrait pas compenser les besoins de main-d'œuvre? Alors, sur nos exploitations, nous avons quand même pas mal mécanisé, mais par contre, il y a certains produits comme le ramassage de prunes, la reine Claude, comme ça, mécanisé, on ne peut pas le faire. La pomme, c'est pareil, on a essayé avec des robots de pouvoir ramasser la pomme, bon, mais ça n'a pas marché. Et en ce qui concerne après tout ce qui est ramassage de fraises, tous les trucs de cerises, bon, la mécanisation, c'est pas la peine d'en parler. Là. Donc, on ne peut pas se passer de main-d'œuvre, c'est clair. Pour moi, c'est impossible. Malgré qu'on mécanise, mais on n'y arrivera pas. Il nous fera toujours cette main-d'œuvre-là. Alors, quand on regarde l'histoire de l'agriculture et de l'arboriculture en particulier sur Moissac et son territoire, et sur le département d'ailleurs, plus généralement, on constate qu'il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque des Maghrébins, il y a eu l'époque des Espagnols, des Portugais, et puis aujourd'hui des Polonais, et aujourd'hui des Roms. Comment vous expliquez que ça a évolué comme ça, qu'on tourne sur ces populations-là? Comment peut-on expliquer ça? Alain Hiche peut-être, ou Maurice? Je pense qu'il y a aussi l'évolution des pays qui font qu'il y avait peut-être à une époque des Espagnols, mais qui ont développé leur agriculture dans leur pays et sur lequel ils ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, du coup, on s'est tourné vers d'autres pays, les Bulgares, les Polonais. Mais là aussi, ce sont des pays qui sont en voie de développement, et heureusement pour eux aussi. Et du coup, il y a de l'emploi qui se crée dans leur pays. Et ces gens-là, comme toute personne le ferait, commencent à travailler chez eux voilà, lorsqu'ils trouvent du travail. On a aussi autre chose, c'est que l'Allemagne demande de plus en plus d'emplois. Et donc, on a une main-d'œuvre aussi qui s'est tournée vers des pays plus proches que chez eux. Voilà. Donc, c'est comme ça que les Polonais ont un peu disparu du paysage, parce qu'à un moment donné, on voyait pas mal de Polonais dans nos exploitations. C'est ça qui explique le départ des Polonais? Moi, c'est une explication que j'en ai. Maurice, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais il est certain que notamment en Pologne, l'arboriculture s'est développée. Et d'ailleurs, c'est des producteurs qui vont venir en concurrence vers notre pays, hein, et notamment la concurrence de la main-d'œuvre, du coût de la main-d'œuvre aussi, hein, qui va peser sur le marché dans les années à venir. Mais il est certain que l'arboriculture se développe chez eux, quoi. Et d'où le fait aussi qu'ils travaillent chez eux, quoi. Moi, je me rappelle, il y a 13 ans, quand j'ai eu les premiers Polonais, en Pologne, ils gagnaient 340 € par mois. Aujourd'hui, ils sont à 900 € par mois dans leur pays. Alors, le SMIC a beaucoup augmenté. Alors, maintenant, ils restent chez eux. Et le travail, comme a dit Alain, ils ont beaucoup planté en Pologne. Et ça s'est beaucoup développé, le travail chez eux.
Et après, certains s'arrêtent beaucoup aujourd'hui en Angleterre. D'accord. Donc, on a beaucoup plus de mal à trouver des travailleurs polonais, des travailleurs espagnols, des travailleurs portugais, des travailleurs marocains aussi, qui semblent aussi difficiles à faire venir. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, les arboriculteurs, les agriculteurs, à vous tourner vers les Bulgares? Comment ça s'est fait, ça? Alors moi, personnellement, j'avais des Polonais. J'avais de plus en plus de mal à avoir, parce que sur mon exploitation, il me faut à peu près 25 saisonniers et je n'arrivais plus à trouver des Polonais. Et il y a des Bulgares qui sont arrivés sur le Tarn-et-Garonne et on s'est retourné vers ces gens-là qui, eux, venaient sur nos exploitations pour nous demander si on n'avait pas du travail. Et comme on avait un manque de main-d'œuvre polonaise, on s'est tourné vers ces premiers ouvriers bulgares qui sont arrivés sur le Tarn-et-Garonne en 90. D'accord. Mais la question, peut-être, Nathalie, quelques éléments de réponse. La question, c'est comment sont-ils arrivés sur le département? Ils sont arrivés tout seuls, ils ont été appelés, il y a des gens qui sont allés les chercher. Comment sont-ils arrivés? Non, moi, les miens, ceux que j'ai employés chez moi, ils sont arrivés tout seuls. Et au départ, il faut le dire, ils arrivaient avec des passeports grecs. Les premiers Bulgares arrivaient avec des passeports grecs. Ça a été le déni par la Grèce. Nathalie Viguier, vous avez le même constat? Vous avez eu le sentiment que les gens arrivaient comme ça et qu'ils étaient tout à coup disponibles sur le terrain, ou c'est une organisation un peu plus structurée qui a été mise en place? Je pensais que c'était une organisation un peu plus structurée, puisque nous, je m'occupe de la partie conditionnement, mais on a quand même des exploitations, puisque on est également producteur de melon, donc on plante du melon et donc on a les mêmes problématiques que messieurs les arboriculteurs, hein, pour planter notre melon, puisqu'on a depuis des années une problématique par rapport à la main-d'œuvre. Et donc on a connu ces équipes de Marocains qui venaient planter et récolter notre melon, des équipes d'Espagnols, de Portugais, etc. Et bien sûr les Polonais. Mais en ce qui nous concerne, on passait par une organisation bien spécifique à l'époque avec l'OFI, etc., pour la Pologne. Et donc voilà, tout était très, très organisé pour faire venir ces équipes de Polonais. Donc, il est vrai que des Bulgares, on en a à l'heure qu'il est quasiment pas sur notre exploitation ou dans nos sites de conditionnement. Mais je pensais que les Bulgares, c'était un peu la même organisation qu'à l'époque les Polonais. Voilà. Or, de ce que j'en entends, c'est pas le cas. Pas du tout. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça. Alain Hiche, vous qui avez un regard chambre d'agriculture, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pour expliquer peut-être cela, c'est que l'époque des Polonais, c'est qu'ils n'étaient peut-être pas encore dans l'Union européenne. Donc, il y avait ce système de contrat OFI, comme on a aujourd'hui avec les Marocains. Juste une petite parenthèse, c'est à peu près 1000 contrats OFI marocains qui rentrent pour le Tarn-et-Garonne. Voilà, chaque année. Donc, sur 22 000, c'est quand même peu le nombre de Marocains aussi qui viennent travailler dans ce département. Le fait qu'ils soient rentrés dans l'Union européenne a fait qu'il y avait une libre circulation et donc pas besoin de contrôler, autrement dit, de faire des demandes d'arrivée ou pas de ces personnes-là. Et donc, il y a eu, comme on l'a vu d'ailleurs avec la crise espagnole il y a 4-5 ans, où c'est qu'on a vu des Espagnols revenir travailler en France en tant que saisonniers, se présenter à la Chambre d'agriculture en nous disant « nous, on cherche du travail pour la semaine prochaine ». Et je crois que dans ces pays bulgares aussi, les difficultés qu'ils avaient dans leur pays les ont amenés à se déplacer dans d'autres pays pour chercher du travail et pour travailler, quoi. Mais pardon d'insister, mais ce n'est pas n'importe quel Bulgare que l'on reçoit, notamment ici sur la région de Moissac. Ce sont des Roms. Ils sont venus comme ça spontanément. Comment ont-ils découvert? Parce qu'il y a un chemin à trouver pour venir de Bulgarie jusqu'ici. Comment sont-ils arrivés? Je n'ai pas l'antériorité de cette partie-là. Alors, une organisation, je ne pense pas, d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a des organisations qui se sont mises en place après.
Mais au début, je pense que c'était des gens qui cherchaient vraiment du travail, qui avaient des difficultés à vivre dans leur pays et à se nourrir tout simplement aussi dans leur pays, donc ils cherchaient du travail. Et quand on arrive en France et qu'on demande à travailler pour des saisons, le Tarn-et-Garonne quand même est identifié pour cela. Mmh. Nathalie Viguier, quand on parle des travailleurs saisonniers, on pense souvent aux hommes, parfois un peu moins aux femmes. Vous employez beaucoup de femmes, vous, chez Boyer? Alors, étant donné que notre produit phare et nos compétences sont le conditionnement de fruits, depuis des décennies, on pense que le conditionnement doit avoir, entre guillemets, la main féminine, la finesse de la main féminine. Donc, par rapport à ça, effectivement, on a un peu plus de personnel féminin que masculin, puisque voilà, le personnel masculin est plus voué à de la manutention pure et dure. Mais bon, depuis quelques années, du moins chez nous, Boyer, employeur que je représente, donc en conditionnement, on a hommes et femmes aujourd'hui qui conditionnent du melon, puisque voilà, c'est quand même à la portée de n'importe quel homme ou quelle femme, entre guillemets. Voilà. La seule problématique aujourd'hui que je dirais, parce que on associe souvent l'agriculture à un métier très facile, où, entre guillemets, on peut prendre du personnel tout venant. Or, il y a des spécificités, il y a des compétences aujourd'hui, il y a des normes de qualité, des normes européennes à respecter. Et donc, pour notre part, emballer du fruit, aujourd'hui, tous mes conditionneurs ou conditionneuses emballent avec un stylo à la main parce que ça doit cocher de la traçabilité, ça doit comprendre les différents, non seulement entre guillemets les ordres, je dis bien entre guillemets, de travail, mais en plus donc toutes les différences de référence d'emballage, et Dieu seul sait s'il y en a. Donc effectivement aujourd'hui, la langue française, pour nous, dans le conditionnement du fruit, elle est super importante. Et on se heurte beaucoup à de la main-d'œuvre saisonnière qui vient nous demander du travail et qui ne parle pas un mot français, ou très peu, avec très peu de vocabulaire, et qui ne comprennent pas, qui comprennent très très peu le français. Or, ça, c'est une grosse difficulté qu'on peut rencontrer parce que, comme je viens de vous dire, avec toutes ces normes-là que l'on a aujourd'hui et qui sont des exigences de clients et d'exigences européennes, cette difficulté vient encore plus accentuer le manque de main-d'œuvre. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que votre main-d'œuvre n'était pas forcément bulgare. Elle vient d'où? Alors, notre main-d'œuvre, donc, effectivement, notre pic de production en station de conditionnement, encore une fois, et surtout sur les mois de juillet, août et septembre. Donc, on a la chance à ce moment-là où il y a toutes les vacances scolaires, universitaires, etc. Donc, depuis des années, c'est vrai que les étudiants, on a énormément de demandes d'étudiants. Et heureusement qu'on les a. Malheureusement, ils sont disponibles grosso modo autour de fin juin, on va dire, et ce jusqu'à début ou 15 août, puisqu'ils veulent un peu de répit avant la rentrée universitaire ou autre. Et étant donné qu'on s'est un peu plus diversifié sur notre produit phare qui est le melon, en faisant un peu de cerise, en faisant quand même de la prune, du raisin, etc. Donc notre démarrage de saison étant plus tôt et finissant plus tard aussi, eh ben, on a dû embaucher de la main-d'œuvre hors étudiants. Et donc c'est là où au démarrage, donc, on a fait un peu appel à des agences intérimaires avec des contrats de partenariat avec eux, et ainsi que Pôle emploi. Et puis petit à petit, on a vu
arrivé il y a déjà 5 ou 6 ans en station de conditionnement du personnel féminin et masculin, mais plus féminin, espagnol qui venait frapper à la porte. Donc, et aujourd'hui, on a de la main-d'œuvre locale, espagnole, portugaise, et de plus en plus de cette main-d'œuvre essentiellement entre guillemets hispanique qui reste vivre en France, qui reste vivre à Monsac. Aujourd'hui, on a des employés portugais ou saisonniers qui se sont installés complètement à 100% sur notre territoire. Voilà. Principalement, c'est entre guillemets nationalité-là qu'on a. Voilà. Donc, pour parler 2 secondes des Bulgares, puisque c'est le sujet aujourd'hui, alors que bon, la main-d'œuvre saisonnière, elle est quand même, ça prend quand même tous les entre guillemets étrangers. Donc, on a fait l'expérience il y a 2 ans, de prendre un peu de main-d'œuvre dans la station de conditionnement bulgare. Et on s'est heurté à 2 choses. Donc, en premier, la langue, parce que cette main-d'œuvre dont je vous ai dit, espagnole, portugaise, etc., on fait, pour ma part, on fait beaucoup d'efforts pour apprendre la langue française. J'en ai vu certains se payer des cours eux-mêmes en privé, faisant des démarches aussi avec Pôle emploi, etc., pour faire des formations, surtout sur la partie hivernale, de la langue française. Et aujourd'hui, elles arrivent à tenir une discussion complètement avec mes chefs d'équipe, etc., en français. Or, avec quelques Bulgares dont on a fait l'expérience il y a 2 ans, ça a été très, très compliqué. Très compliqué de par la langue et également très compliqué avec ces quelques Bulgares que j'ai eus au niveau comportemental. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, nous avons eu 2 Bulgares qui ne faisaient pas l'affaire. Donc, il y a une période d'essai qui vaut pour l'employeur et le salarié. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, à ce moment-là, ça a beaucoup de mal à comprendre pourquoi on leur demande un peu de telle rentabilité, etc. Et surtout, quand ils n'y arrivent pas, parce qu'on a quand même des objectifs économiques, quand on n'y arrive pas et qu'il faut mettre un terme à leur contrat ou à leur période d'essai, ça ne se comporte pas très très bien. Donc, c'est quand même relativement agressif. Et j'ai eu la mauvaise expérience où c'est une de mes assistantes qui a fait la fin d'un contrat d'un d'entre eux, par exemple. Et puis, alors, c'est une expérience peut-être exceptionnelle, je l'espère du moins. Elle s'est retrouvée avec cette famille-là dans un supermarché où elle était avec son enfant dans les rayons et jusqu'à aller l'embêter, si je puis dire, dans les rayons du supermarché. Voilà. Et c'est un comportement qui n'est pas tolérable du tout. Voilà. D'accord. Maurice Andral, vous aussi, vous employez des Bulgares. Vous avez constaté des difficultés déjà sur la langue. Est-ce que la langue est une difficulté pour vous ? C'est une difficulté. Moi, j'emploie 25 Bulgares, mais sur ma structure, il y a 2 chefs d'équipe. Alors moi, je mets en responsabilité mes 2 chefs d'équipe et c'est eux qui commandent mon équipe bulgare. Moi, je dis à mes chefs d'équipe, je veux tel travail, tel travail, tel travail. Et c'est le chef d'équipe qui gère l'équipe. S'il y a un problème, je dis... Pardon ? Il parle bulgare ? Lui parle bulgare. Il parle bulgare et il parle français. Et quand j'ai un problème, je lui dis, voilà, celui-là, il ne me fait plus l'affaire. C'est lui qui gère l'ouvrier en disant, voilà, tu ne fais pas l'affaire, tu dois partir. Chez moi, des fois, j'ai quelques difficultés, mais ça se passe relativement pas trop mal. Et en ce qui concerne les comportements généraux au travail, pas de problème particulier à signaler de votre côté Alors, moi, d'entrée, je suis très strict. Je mets les règles d'entrée. Celui qui n'écoute pas les règles que je propose, il ne reste pas chez moi. Ça, le chef d'équipe, il le sait très bien et il leur dit. S'il ne rentre pas dans le cadre des règles que je mets, il ne reste pas chez moi.
Je ne le garde pas parce que l'après, c'est là vraiment où c'est que ça la pagaille commence. D'accord. Alors, Alain Hiche, on a vu que cette population a arrivé de manière un peu désordonnée. Chacun fait un peu son marché, si j'ai bien compris. Hein. Elle est disponible et chaque agriculteur, chaque arboriculteur va chercher la main-d'œuvre dont il a besoin. Mais qui encadre les conditions de travail de ces salariés? Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce qu'il y a une convention collective? Pourquoi pas? Qui encadre ça? Bien sûr, il y a une convention collective sur l'emploi saisonnier, mais après qui encadre, je dirais que c'est chaque employeur qui décide de la durée des contrats et du travail qu'il y a à faire dans chaque exploitation. Il n'y a pas d'organisme qui va encadrer cela. On est en train, par contre, de mettre en place dans ce département, parce que la main-d'œuvre étant de plus en plus difficile, la maison des saisonniers qu'on voulait ouvrir l'an dernier, mais qui devait ouvrir le jour du confinement, donc elle n'a pas pu ouvrir physiquement. On va la mettre, elle va ouvrir dès le 15 avril ou le 20 avril là, à la Chambre d'agriculture. C'est pour mettre en relation les employeurs de main-d'œuvre et les demandeurs d'emploi. Quand je parle de demandeurs d'emploi, c'est de toute nationalité. C'est aussi en relation avec Pôle emploi, parce qu'on peut avoir des gens qui sont aussi à la recherche d'emploi avec Pôle emploi. Mais souvent, les arboriculteurs ont des relations déjà, ont déposé des demandes d'offres d'emploi à Pôle emploi. Et c'est pour faire un lien là-dessus, quoi. Ça veut dire que la maison des saisonniers va surveiller les conditions de travail, va veiller à ce que ça soit fait dans les règles, que les lois soient respectées. Quel sera son rôle, à part d'être une superficie de recrutement? Le rôle de la maison des saisonniers, elle n'est pas pour aller contrôler le travail dans les exploitations ou les difficultés qu'il peut y avoir et qu'on connaît et qu'on fait remonter chaque année. Ce qu'a dit madame, c'est des remontées que l'on a aussi, des personnes que des exploitants ne veulent pas garder parce que dans la période d'essai, ils se sont aperçus que ça ne correspondait pas au travail qui était demandé et sur lequel, des fois, il y a des menaces très claires et notamment avec le personnel administratif de ces structures-là et qui sont pas acceptables du tout. Et on se met face à des vraies problématiques. Un autre sujet, parce que je crois qu'on est là aussi pour tout se dire, hein, c'est qu'un arboriculteur, quand il embauche quelqu'un, il a besoin de lui pour la saison. Et qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'avoir des gens qui restent pour toute la saison. Parce que certains, quand ils ont travaillé quelques mois ou des choses comme ça, après, demandent à avoir une rupture de contrat. Hein, et c'est là où c'est que le personnel administratif a de grosses difficultés parce que quand vous êtes une personne seule dans un bureau avec une, deux ou trois ou quatre personnes qui viennent vous dire « moi, je veux une rupture de contrat et pas une démission », voilà, ça pose des difficultés, quoi. Et je crois que là aussi, il faudrait qu'il y ait une évolution là-dedans, qu'on n'ait pas besoin de la signature des deux personnes, c'est-à-dire de l'employeur et du salarié pour des ruptures de contrat, parce que ça met des difficultés, quoi. Est-ce que ça n'encourage pas aussi le travail au black, c'est-à-dire des gens qui passent en dehors de toute structure, de toute règle de fonctionnement? Non, très honnêtement, je ne pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup de contrôle là-dessus. Et aujourd'hui, les arboriculteurs, ils ne veulent pas prendre le risque d'avoir, et il y a aussi le risque d'accident et de travail. Hein. Donc là, le risque est trop important pour prendre ce risque-là. Une question très précise, Maurice Andral. Un travailleur saisonnier, il est payé combien? Alors, c'est suivant sa qualification. Chez moi, il démarre au coefficient 110 et en montant 120, 130, suivant s'il est saisonnier. C'est mentionné sur les contrats de travail quand on l'embauche. Oui. Ça représente quelle rémunération horaire, par exemple? Alors, celui qui est au coefficient 100, il a 9,80 du SMIC et après en montant. D'accord. C'est suivant parce que chaque coefficient correspond à un salaire. Et moi, c'est le comptable qui le fait. Suivant le coefficient, il a le salaire. Et c'est appliqué dans toutes les exploitations. C'est un régime qui est appliqué dans toutes les exploitations.
Je le pense honnêtement, oui, parce qu'aujourd'hui, comme disait Alain, je ne crois pas qu'il y ait aucun arboriculteur qui s'amuse à employer du personnel au black, parce que d'abord, c'est trop dangereux. Et puis, quand vous avez une comptabilité réelle, comment aller sortir de l'argent liquide pour payer un ouvrier? Ce n'est pas le but d'un arboriculteur aujourd'hui. Alors, il y a une question qu'on entend souvent à Moissac et partout, là, dans le département d'ailleurs. Nous avons beaucoup de chômeurs inscrits à Pôle emploi. Certains sont des chômeurs de longue durée, certaines sont des chômeurs de longue durée. Comment se fait-il que ces populations-là ne viennent pas travailler chez vous? J'ai entendu ce que vous disiez, Alain Hirsch, vous travaillez avec Pôle emploi, mais pourquoi ne viennent-ils pas? Comment se fait-il que lorsque vous avez des pénuries de main-d'œuvre, vous ne puissiez pas puiser dans ce vivier? Alors, pour moi, l'année dernière, avec le confinement, j'avais un contrat de 12 Bulgares et pour ramasser les fraises, il me faut 25 personnes. Et comme il y avait le confinement, ils n'ont pas pu venir. Je me suis allé à Pôle emploi Castel. En 3 jours, nous avons passé 19 personnes. Certaines sont restées 2 heures et le maximum 9 heures. Et sur 19, il n'y en a qu'une qui est restée 1 mois. Toutes elles ont dit, ça, c'est pas fait pour nous. Ça, c'est pas fait pour nous. Même constat, là, et j'ai vu le moment. Malheureusement, c'est le même constat. Moi, j'ai eu l'expérience l'an dernier d'une exploitation qui avait embauché 62 personnes avec Pôle emploi. Le premier jour du travail, il y a 2 personnes qui se sont présentées et le lendemain, il n'y avait plus personne. Vous comprenez bien dans quelle difficulté vous mettez les employeurs, enfin les arboriculteurs, employeurs de main-d'œuvre, en début de saison en plus. Voilà. Et, il y a un manque de rigueur de ces personnes qui disent qu'ils veulent travailler dans l'agriculture. C'est un métier qui est pas différent, enfin, si, il est différent des autres, pas plus difficile que d'autres, parce que je pense qu'on a un beau métier et on ne parle pas assez souvent peut-être de l'amélioration qu'il y a eu dans ce métier. Il y a de la pénibilité, mais moins qu'il y a aussi 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Si on parle en pommes, aujourd'hui, dans certaines exploitations, les gens n'ont plus à porter leur panier de pommes ou des choses comme ça. Ils sont sur des échelles, en fait, sur des plateformes. Voilà. Il y a un manque de communication peut-être là-dedans, mais après, c'est comme dans tous les métiers. Quand on est à un poste de travail, eh bien, il faut quand même travailler ces 8 heures par jour, voilà, et avoir aussi une cadence, parce que la personne que vous embauchez, si à la fin de la journée n'a pas ramassé assez de prunes ou de pommes pour se payer elle-même, vous comprenez bien que ça peut pas marcher, quoi. Vous diriez donc que les chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont souvent des chômeurs français, entre guillemets, ils ne viennent pas ou ils repartent très vite de chez vous parce que le travail est pénible, parce qu'il n'est pas assez payé, parce qu'on demande aux gens une disponibilité trop importante. Quelle est la raison? Parce qu'à un moment donné, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher quand même un certain nombre de nos chômeurs pour venir chez vous travailler dans vos exploitations? Alors, je ne pense pas que ce soit une question de prix, de salaire, quoi, je veux dire, parce que les salaires sont au même niveau que des fois dans des entreprises ou autres. Bon, voilà. Par contre, c'est de la qualification peut-être qui manque. Et si vous avez décidé de travailler dans une usine à faire des pièces devant une machine toute la journée, ce n'est pas le même métier quand on vous demande d'aller ramasser des fruits. Donc voilà, il manque peut-être de la formation là-dedans et c'est des choses qu'il faut mettre en place aussi. Hein. Ça serait peut-être une des missions de la maison de la saisonnalité, peut-être, non? C'est une de ces missions qu'elle va avoir, justement. C'est d'abord de mettre en relation et aussi après de former les personnes. Et on a prévu de faire des formations d'ici avant la première récolte, c'est-à-dire au mois de mai et juin déjà de former ces personnes-là, mais aussi de les former après la saison pour la taille ou le travail qui va suivre derrière, quoi. C'est ça, pour leur garantir une certaine pérennité de l'emploi, quoi, d'une certaine manière. Et je crois qu'il faudra qu'on travaille aussi dans ce département pour peut-être faire de l'emploi en CDI, parce que on sait qu'avec la multitude de productions qu'on a dans ce département, on peut commencer à travailler dès le mois de mars
jusqu'au mois de décembre ou janvier quand on y met la taille, quoi. Mais il faut avoir aussi la volonté de changer d'employeur. Et ça, tout le monde ne veut accepter non plus. Ouais, c'est un changement de mentalité, effectivement. Alors, revenons à nos Roms. On les voit arriver, ils arrivent en famille, souvent. Hein. J'ai l'impression qu'ils arrivent souvent avec leur famille. Donc, il y a les hommes, les femmes, les enfants aussi. Bon, on parlera des questions de scolarité une autre fois, mais ils arrivent en famille. Ça pose une vraie question, c'est celle du logement. Il me semblait que la loi faisait obligation aux employeurs de loger ces personnels. C'est vrai, c'est faux Maurice, par exemple. Alors, quand on avait les contrats OMI, on était obligé de loger le personnel. Depuis qu'il n'y a plus les contrats OMI, on n'est plus obligé de loger le personnel. C'est quand on était sous des contrats OMI. Donc, ils se débrouillent tout seuls. Ils trouvent leur logement ou alors ils nous demandent, moi j'ai des Roumains, où c'est que c'est moi qui les loge dans mes appartements. D'accord. Nathalie Viguier, il me semble que du côté de chez Boyer, on a une politique plus volontariste en matière de logement. Je me trompe? Oui, on a la capacité, on a la capacité de loger, surtout le personnel qui est sur le terrain, donc dans nos champs, sur nos parcelles de melon. Puisqu'à la base, comme a dit Maurice Andral, à la base, donc, on avait ces équipes de Polonais très bien encadrées où on avait obligation, qui ne faisaient pas partie de l'Europe, obligation de les loger. Et donc, on a commencé à loger le personnel comme ça, avec la venue de ces Polonais. Et puis, crescendo, puisqu'on a, voilà, en construisant donc, dans la zone industrielle au bord de Rouge, on a eu la possibilité également donc, d'avoir le terrain accroché à la station de conditionnement avec de grosses habitations. Et donc, effectivement, on a possibilité, oui, de loger beaucoup plus. Oui, voilà. Donc, on prend en responsabilité complètement le logement. D'accord. Pendant la durée du contrat. Ouais. Vous avez pris l'option donc de les aider à se loger et à leur trouver directement un logement dans votre propre structure. Ah oui, oui. Comment ça se passe dans les autres communes? Parce que, bon, à Moissac, on voit bien que donc, beaucoup de Roms habitent le centre-ville, ont loué des appartements dans le centre-ville. Comment ça se passe dans les autres communes, alentours, mais aussi dans le reste du département, en ce qui concerne le logement? Alain Hisch. La problématique du logement, elle est sur l'ensemble du département. Je voudrais juste aussi souligner quelque chose, c'est que à l'époque où c'est qu'il y avait obligation de les loger, et comme il y a toujours obligation de les loger pour les Marocains, hein, parce que c'est des contrats OFI, il y a une convention là aussi collective où c'est que l'employeur ne peut retenir que 30 € par mois pour le logement. Donc, il faut loger quelqu'un pour 30 € par mois quand on est sur des contrats OFI. Donc, ça aussi, c'est quand même… Excusez-moi, précisez ce que veut dire OFI parce que tout le monde ne sait pas. C'est l'office pour… L'Office français de l'immigration. De l'immigration. L'Office français de l'immigration qui a remplacé l'Office des migrations internationales. C'est ça, et c'est là où c'est que c'est un droit de tous les pays, enfin, de personnes hors Union européenne qui peuvent venir pendant 6 mois sur notre territoire pour travailler. Et c'est très, très encadré, enfin, là-dessus. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, ce que je disais tout à l'heure, ça reste quand même pas marginal, hein, parce que pour nous, c'est 1000 contrats OFI qui ont été signés l'an dernier, et c'est 1000 contrats qui sont indispensables quand on est en manque de main-d'œuvre, quoi. Sur le logement, il y a eu quand même, alors moi, peut-être Maurice, toi tu te rappelles un peu plus, il y avait eu une opération de création de logements dans les exploitations agricoles, hein, chose qu'on aurait besoin de renouveler, mais aujourd'hui, avec toutes les lois sur l'urbanisme, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué de transformer des fois des bâtiments agricoles pour faire du logement saisonnier. Et je pense que ça serait pourtant une des solutions, hein, pour ce département si on pouvait avancer sur ce sujet-là et sur ce dossier-là.
Mais jusqu'à présent, il y avait des aides, non, pour aider les agriculteurs à réhabiliter leur logement, non? Il n'y avait pas des aides d'État ou des aides régionales? Alors, il y a eu des aides, là ça fait déjà plusieurs années où c'est qu'il y a plus d'aide pour la création de logements saisonniers, quoi. Je ne pense pas qu'il soit en demande aujourd'hui d'aide spécifique. C'est sûr qu'il y en aurait, ça permettrait de débloquer des situations. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un problème de loi d'urbanisme, quoi. Voilà. Alors, je reviens à la question de la formation, parce que si j'ai bien compris, c'est vrai avec Madame Viguier, mais c'est vrai aussi, semble-t-il, du côté de chez Maurice Andral, on a besoin d'avoir des personnels qui sont de plus en plus formés, parce que les tâches sont de plus en plus techniques, de plus en plus précises. Qu'est-ce qui va être fait pour permettre à ces personnels de se former, sachant que, et vous le dites vous-même, plusieurs n'ont pas l'intention de rester très longtemps sur le terrain, veulent mettre fin à leur contrat rapidement. Comment peut-on à la fois concilier les besoins de formation et cette mobilité que cette main-d'œuvre semble vouloir manifester? C'est là toute la difficulté. Déjà, c'est d'avoir les bonnes formations au bon moment. Des formations qui sont en général aidées par la région, mais actuellement, la région ne proposait pas des formations qui correspondaient aux attentes aussi qu'on a besoin dans l'emploi saisonnier. Là, ils sont en train de revoir cela et on espère que pour cette année, on aura droit à des formations qui correspondent à la demande aussi des employeurs de main-d'œuvre. Ensuite, c'est la volonté des personnes. Vous avez des personnes qui préfèrent travailler technicien de surface ou autre dans un bâtiment à l'abri que venir travailler saisonnier dans une exploitation en plein air. Et ça, on pourra pas l'imposer. Si vous imposez à quelqu'un de venir travailler à un endroit qui ne lui plaît pas, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, quoi. Je crois qu'il faut revaloriser surtout notre métier de l'agriculture qui a pris depuis 10 ou 15 ans ou 20 ans peut-être une mauvaise image, enfin voilà quoi, cette image de pénibilité qui traîne comme un boulet à ses chevilles alors qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution. Oui, c'est ça. Le travail s'est quand même amélioré, ne serait-ce que grâce à la mécanisation, par exemple. Oui, la mécanisation et aussi, je tiens à le rappeler, sur le coût, c'est-à-dire que les salariés aujourd'hui en agriculture sont bien payés. On a aujourd'hui des chefs d'équipe ou des tractoristes aussi. Enfin, voilà, je pense que Maurice ou Madame est mieux que moi pour le dire, mais on a des gens qui ont des salaires qui peuvent être conséquents, quoi. Enfin, voilà. Le problème aujourd'hui dans l'agriculture n'est pas, je dirais, le montant du salaire. Il est plutôt le montant de la qualité de la main-d'œuvre et de la personne qui veut travailler dans ce métier. Même constat, Maurice Andral? Bien sûr, je dis qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, quelqu'un peut très très bien gagner sa vie. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est bien formé, ce n'est pas une question de salaire, c'est d'avoir la personne. On ne parle pas de salaire, parce qu'aujourd'hui, chez nous, un ouvrier agricole, s'il est un peu qualifié, il va gagner 1 400, 1 500 euros net par mois. Et je pense que quand il va ailleurs, il ne gagne pas plus. Sauf que quand on parle de l'agriculture, voilà, c'est comme dit Alain, je pense qu'on nous a un peu énigrés. Et voilà. Alors oui, mais vous êtes effectivement devant un vrai problème, Maurice, parce que vous dites les uns et les autres que vous avez besoin de personnel formé, de personnel qui soit motivé aussi pour faire ce type de travail. Comment pouvez-vous faire pour les retenir, pour faire en sorte qu'ils restent? Parce que quand on veut du personnel formé et motivé, il vaut mieux que ce soit des gens qui soient plutôt là sur le territoire et qui soient disponibles. Comment pouvez-vous faire pour les retenir? Alors aujourd'hui, moi dans le personnel que j'emploie, je dis le personnel bulgare. Eux, leur truc, c'est qu'ils viennent travailler 6 mois, 7 mois maximum. Et après, ils veulent repartir parce qu'ils veulent repartir dans leur pays avec leurs femmes et les enfants. Et derrière, ils touchent le chômage. Et avec ceux qui touchent au chômage, ils gagnent plus qu'en Bulgarie, sans travailler. Et là, aujourd'hui, pour nous, c'est un gros problème, c'est ça. Alain Hisch, même chose, même constat là aussi, vous faites, parce que ça c'est effectivement une situation décrite qui est assez grave. Est-ce que vous constatez la même situation?
Oui, bien sûr. Quand je disais qu'on avait des personnes qui venaient travailler dans l'agriculture et que des fois, au bout de 3 mois, ils arrêtaient, c'est parce qu'ils avaient aussi ouvert des droits que tout le monde peut avoir droit, enfin des droits au chômage, et sur lesquels ils préfèrent cette partie-là. Je pense que là aussi qu'il faut qu'on travaille vraiment et tous ensemble, c'est surtout sur la pérennisation. Parce qu'on parle d'emploi saisonnier, mais je crois qu'il faudra changer de langage. C'est qu'on pourrait parler d'emploi en CDI. Il faut qu'on se mette plusieurs productions autour d'une table et de dire on peut pérenniser des emplois. Aujourd'hui, on peut pérenniser, je pense, 10 mois sur 12 et qui correspond à un CDI sur une année. Voilà. C'est peut-être une des solutions pour avoir des gens qui reviennent chaque année, mais il faut qu'ils aient la mentalité, comme je le disais, de changer d'employeur et d'exploitation. Voilà, quoi. Ouais. Ça fait déjà longtemps qu'on entend parler de ça. Et pourquoi rien n'a été fait jusqu'à présent? Parce que d'année en année, on se rend compte que la situation se répète, avec parfois des difficultés comme l'an dernier ou l'an d'avant, où la main-d'œuvre était quasiment indisponible. Donc pourquoi rien n'a été fait depuis le temps qu'on en parle? Alors, pourquoi rien n'a été fait? Je n'ai pas entendu. Au niveau agricole, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait ou pas, mais en ce qui concerne les stations de conditionnement, aujourd'hui, il y a un groupement d'employeurs qui a été créé donc, en 2016, qui s'appelle Tarn-et-Garonne Fruits. Et aujourd'hui, il compte 8 adhérents, dont les plus grosses stations de conditionnement entre Moissac et Castel, et qui emploie de la main-d'œuvre pratiquement sur toute l'année. Voilà. Donc, on est arrivé quand même sur Moissac-Castel à faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ce groupement d'employeurs, j'en suis la coordinatrice et il marche très, très bien. Et voilà. Et donc, on a des saisonniers qui veulent, eux, travailler toute l'année, hein, pratiquement. Donc, qui n'hésitent pas d'un adhérent à l'autre à passer. Et voilà, que ce soit sur la partie avec nos fruits estivales, que sur la partie hivernale avec la pomme, le kiwi, etc., quoi. Voilà. Donc, on a quand même plus d'une centaine de contrats comme ça. Et aujourd'hui, au sein de ce groupement d'employeurs, donc il y a du CDI, il y a de la pérennisation aujourd'hui sur différents adhérents. Et ça marche très très bien. Et c'est ce qu'il faudrait. Pardon ? Ils acceptent facilement de changer d'employeur, ça ne leur pose pas de problème. Alors oui, ça leur pose aucun problème. Au contraire, ils n'ont pas la monotonie, je dirais, pendant des mois et des mois d'emballer du melon, par exemple, puisque bon, chaque fruit a ses spécificités, chaque adhérent a ses lignes de production plus ou moins différentes que les nôtres, par exemple. Et donc, non, bien au contraire. Et parfois, c'est pas une question de copier ce que fait l'autre, parce que, bon, à la base de ce groupement d'employeurs, c'était du gagnant-gagnant, hein, autant pour les employeurs que pour la main-d'œuvre, hein, puisqu'on a essayé de trouver des solutions pour la pérenniser. Mais chaque adhérent, chaque station de conditionnement a son savoir-faire. Mais c'est vrai que j'ai par exemple aujourd'hui des chefs d'équipe, hein, saisonniers qui nous suivent depuis une vingtaine d'années et qui vont travailler une fois que notre saison melon est finie sur la partie hivernale à la pomme, au kiwi, etc. Et puis, ils ont acquis d'autres expériences, d'autres visions du métier. Et voilà, donc aujourd'hui, non, on n'a aucun problème, bien au contraire. Donc, par rapport à la demande d'offres d'emploi que j'ai sur le groupement d'employeurs, parfois, on se heurte à la problématique de la main-d'œuvre, de manque de main-d'œuvre aussi. Voilà. Pour ma part, j'ai une dernière question, et puis on va peut-être ouvrir les questions de chacun des participants à
à cette conférence débat. Ma dernière question est un peu provocatrice et en même temps elle est gentille. Là aujourd'hui on a les Roms qui sont là, les Bulgares, les Roms qui sont en train de travailler dans nos exploitations. Lorsque la Bulgarie aura rehaussé son niveau de vie comme l'a fait la Pologne, comme l'ont fait d'autres pays, vers qui allez-vous vous tourner puisqu'on va avoir épuisé quasiment les ressources européennes là pour le coup? Ça s'adresse à tout le monde, à Alain Hiche ou Maurice Andral. Alain Hiche, par exemple. Ouais, non, mais moi, je dirais que c'est le vrai sujet, c'est la grosse problématique. Moi, j'ai rencontré des arboriculteurs l'an dernier qui se posaient la question de continuer à planter des arbres parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient trouver la main-d'œuvre demain. Donc, je peux vous dire que c'est un des plus gros problèmes chez un arboriculteur, c'est le problème de main-d'œuvre, de savoir où c'est qu'il va trouver du personnel pour ramasser ses fruits. Et s'il pouvait le trouver à côté de chez lui, je pense que pour lui, c'est tout bénéfique. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Bon, Séverine, on peut peut-être ouvrir les questions de la salle, comme on dit dans les réunions en présentiel. Donc, je n'ai certainement pas épuisé toutes les questions. Donc, allons-y, Séverine. Alors, on a eu quelques questions sur la messagerie, notamment de Michel Begin, qui demande quels sont les horaires de travail pour les femmes chez Boyer et sont-ils des horaires fixes? Alors, pas du tout. Donc, il faut savoir que notre produit phare, c'est le melon. C'est un fruit très climatérique, donc, comme le dit son nom, donc issu les aléas du climat. Donc, effectivement, nous n'avons pas, surtout sur le démarrage de saison et le fin de saison, d'horaires très réguliers, mais après, sur le plus gros de notre saison, qui est quand même juillet, août, septembre, donc on arrive à avoir des régularités aujourd'hui. Sachant que, voilà, bien évidemment, c'est un travail saisonnier du lundi au samedi. Alain et Catherine demandent si le personnel bulgare a-t-il été formé et si oui, comment quand il vient travailler chez vous. Comment est-ce que vous le formez puisqu'il ne parle pas français? Alors, le personnel bulgare, que ce soit bulgare ou autre, entre guillemets étranger, alors effectivement, s'il ne parle pas français, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué, donc effectivement, on essaie de le mettre sur un poste de travail qui nécessite peut-être un peu moins de compétences par rapport à de la traçabilité ou autre, mais ça reste quand même très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a dû s'en séparer, parce que sinon, quand vous intégrez nos équipes, donc vous êtes pris en charge d'abord par rapport à notre service qualité, donc qui vous informe d'abord de l'entreprise, du poste à pourvoir, etc. Et ensuite, vous êtes pris en charge par moi-même, avec mon équipe, avec mes chefs d'équipe, donc sur un service. Et donc, pendant 3 jours environ, donc, vous êtes formé, encadré, etc. Et au bout de ces 3 jours, donc, là, effectivement, vous vous retrouvez seul avec votre plateau de fruits pour emballer. Voilà. Et Maurice et Alain, pour vous, comment est-ce que vous participez à la formation de ces travailleurs saisonniers? Alors, sur la formation des travailleurs saisonniers, il peut y avoir des formations qui sont faites dans les exploitations agricoles. D'ailleurs, de plus en plus, on en fait comme ça, à la demande des exploitants. Il y a des formations qui sont proposées dans les exploitations. Sinon, on va organiser pour le mois de mai et juin et à l'automne des formations groupées, notamment avec le lycée de Capoue. Voilà. J'invite chacun soit à lever la main s'il a sa caméra allumée, soit à faire signe sur le chat, ou je crois qu'il y a un petit système où vous pouvez lever la main pour pouvoir intervenir et poser vos questions. Et j'ai une dernière question, alors toujours de Michel Begin. À propos des contrats OFI, vous nous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur Hiche, que vous avez signé l'an dernier, le Tarn-et-Garonne a signé 1000 contrats OFI avec des Marocains. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus et quelles sont les modalités pour signer un contrat OFI?
Alors, c'est le préfet qui les signe, les contrats OFI, parce qu'ils sont aussi limités. Hein. Et alors, jusqu'à l'an dernier, jusqu'au 1er avril, c'était la Directe qui instruisait ces dossiers. Voilà. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est basée à Avignon qui va traiter ces dossiers. Donc, c'est les employeurs de main-d'œuvre qui vont déposer sur Internet, sur cette plateforme, des demandes qui seront traitées informatiquement. Et qui aujourd'hui nous pose la difficulté, notamment avec les contraintes sanitaires, où c'est qu'on a établi une charte. La FDSEA, justement, s'occupe de gérer cette partie sanitaire, et notamment aussi avec on affrète des avions pour faire venir ces personnes-là. Voilà. Et c'est quelque chose qui est quand même très lourd pour nous à gérer. C'est la première année qu'on est obligé de le mettre en place. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. D'accord. Quelqu'un souhaite intervenir, se faire connaître? Je fais un affichage galerie. Oui. Si personne ne veut intervenir, moi je veux bien poser encore une question qui vient de m'arriver à l'esprit. Là. Vous êtes confrontés, vous les employeurs, à cette main-d'œuvre que vous avez à gérer. Vous dites, ça a été évoqué donc à plusieurs reprises, qu'il peut y avoir parfois des difficultés avec certains qui ne comprennent pas toujours que l'on puisse mettre fin à un contrat ou que l'on puisse lui demander une tâche particulière ou une organisation du travail particulière. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait besoin d'avoir un organisme qui gère les rapports de cette population avec vous, parce que vous êtes directement au contact? Est-ce que ça ne vous gêne pas, ça ne vous pose pas de problème d'avoir à gérer ce type de relations sociales, ce qu'on appelle les ressources humaines, en gros, d'être à la fois donc producteur, de faire les ressources humaines avec des populations qui, en plus, parfois ne parlent même pas français? Ne vous disputez pas pour répondre. Alors, à quoi penses-tu, Gérard? À un syndicat ou à un groupement de salariés? Non, je pense. Oui, enfin, je pensais, ce que disait Alain Hiche tout à l'heure, ou ce que disait Nathalie Viguier, le groupement d'employeurs, c'est une structure qui, à un moment donné, gère une population, une main-d'œuvre. Et donc, peut-être qu'une structure d'une nature un peu similaire pourrait aider, je ne sais pas, pourrait aider les producteurs dans leur rapport avec les salariés qu'ils emploient. C'est une question, hein, c'est pas... La problématique, c'est surtout quand, donc, en période d'essai, donc n'importe quelle des deux parties peut mettre un terme à son contrat et point, quoi. Et sur l'attestation, donc pour l'emploi, pour l'attestation ACEDIC, donc est mentionné donc fin de période d'essai. Mais effectivement, quand on a dépassé cette période d'essai et que la personne ne fait pas l'affaire, ou après cette période d'essai, par exemple, ça nous arrive très fréquemment, au bout d'un mois, s'il lui a manqué un mois entre guillemets de cotisation pour pouvoir prétendre donc aux allocations chômage, eh bien, elle arrête elle-même le contrat. Et donc là, si elle l'arrête et en pleine période de saisonnier, parce qu'un demandeur d'emploi, il faut savoir quoi? Il vient s'inscrire donc à Pôle emploi, dans un secteur d'activité bien précis, avec un périmètre géographique bien précis. Donc, entre guillemets, on ne l'oblige pas à venir chez nous travailler. Donc, à un moment donné, quand en pleine période, et puis d'ailleurs, ils ont quand même l'avantage de donner grosso modo même leur disponibilité, puisqu'ils ont en plus 35 jours d'indisponibilité par an, en plus. Donc, en plein mois de juillet, vous avez quelqu'un fin juillet qui arrive et qui vous dit « écoutez, moi je ne continue pas, j'ai décidé d'arrêter ». Donc, c'est entre guillemets de votre plein gré, donc ça s'appelle une démission. Et c'est là où on est heurté. Moi, je vois la plus grosse problématique, elle est là, parce que bien évidemment, est stipulé sur cette attestation ACEDIC, démission. Ce qui dit derrière que vous avez à rendre des comptes à Pôle emploi. Et c'est là où ces fameux saisonniers ne sont pas très d'accord avec vous et où les problématiques peuvent commencer. Voilà. Donc, en ce qui...
en ce qui nous concerne chez nous, donc effectivement, peut-être un peu plus encadré que chez des agriculteurs ou petits agriculteurs où on a un service de ressources humaines, etc., où, voilà, à l'heure qu'il est, on arrive grosso modo à se dépatouiller de ça. Mais c'est vrai que c'est une grosse problématique. Voilà. Oui. On me demande si on a invité des Bulgares à Moissaclab. Oui, bien sûr qu'on l'a fait. On est allé dans les boutiques qui ont pignon sur rue. On a contacté l'association Oamaya. Le président a décliné notre invitation. Donc oui, bien sûr qu'on essaye de travailler avec eux. Alors, il y a le problème de la langue, bien évidemment. Et puis, on nous a rapporté, pas plus tard que ce matin, qu'ils étaient très vexés de ce qui s'est passé ce week-end. Comme vous savez tous, le bureau de vote a été annulé au dernier moment. Et que donc, pour l'instant, ils ne souhaitaient pas discuter avec nous. Et c'est dommage parce que notre souci, c'est effectivement de les faire participer aux réflexions que l'on peut mener les uns et les autres. Le travail de Moissaclab, de rappeler Séverine tout à l'heure, c'est effectivement d'essayer de comprendre et éventuellement de proposer derrière. Donc, ça aurait été vraiment profitable pour tout le monde que nous ayons effectivement la voix d'un certain nombre de ces travailleurs saisonniers qui viennent nous parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, parce que c'est pas toujours facile pour eux, il faut le savoir aussi, hein, partir de son pays, venir travailler ailleurs, c'est jamais très simple, même si la France est un pays accueillant, mais enfin c'est jamais très simple malgré tout. Donc voilà, ça aurait été bien qu'on les entende, mais ce n'est pas notre fête. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Séverine, qui chatouillent l'auditoire? Apparemment, il y en a pas d'autres. Je vois personne lever la main. Moi, j'aimerais rebondir, puisque j'ai le micro, sur tout à l'heure, Alain, vous avez parlé donc de la maison des saisonniers. Qui la gère, hein, qui est à l'initiative, et est-ce qu'elle a uniquement pour objectif de mettre en relation les employeurs et les employés? Est-ce que ça s'arrête là, et est-ce que c'est par Internet uniquement? Alors, qui c'est qui la gère? Ça va être l'ADEFA avec la FDSEA qui va la gérer physiquement, voilà. Mais en partenaire, nous avons… Pardon, ADEFA, FDSEA? Oui, alors Association départementale de l'emploi et formation agricole. Voilà, FDSEA, c'est le syndicat agricole. Voilà. Alors, qui c'est qui est autour qui c'est qui est en même temps à l'initiative? Donc, c'était une initiative de la DEFA et de la FDSA, mais aussi en partenariat avec Pôle emploi, avec le lycée agricole, avec la région et notamment pour les formations, voilà, et le conseil départemental qui soutient aussi très largement cette maison des saisonniers, notamment avec les personnes qui sont au RSA. Et on a vu l'an dernier justement que quelques personnes qui sont au RSA sont restées toute la période quand même de la saisonnalité de la récolte des fruits. Donc, on a dit que ces personnes-là méritent aussi d'être formées derrière, parce qu'il y a des fois une image de dire oui, les personnes qui sont RSA ne peuvent pas venir travailler dans l'agriculture. C'est faux, ça a été un bel exemple, même s'il y en avait peu, parce que je crois que c'est 25 personnes qui sont restées pendant toute la période des fruits, mais au total, c'est quand même une centaine de personnes qui ont essayé. Donc, c'était un début, et je crois qu'il faut continuer. En tout cas, on a un très bon rapport avec le conseil départemental, et ils s'investissent aussi pleinement dans cette maison des saisonniers. Oui, Alain, là, vous parlez du dispositif mis en place par le département qui consistait à maintenir les prestations RSA aux chômeurs qui venaient travailler chez vous, c'est ça? Bien sûr que ça a aidé, mais ça, même sans cette aide-là, c'est des gens qui auraient pu retrouver, enfin qui ont retrouvé de l'emploi par le biais de la maison des saisonniers. Mais bien sûr que ça a accompagné les personnes peut-être à dire je vais aller faire de l'emploi saisonnier, voilà. Je crois par contre que ce qui est important, c'est que dans l'agriculture, on n'est pas non plus la dernière porte de travail. On ne peut pas non plus être entre guillemets, le déchet, là où c'est qu'on ne trouve pas de travail, on trouvera toujours un travail dans l'agriculture.
L'agriculture, c'est plus ça. L'agriculture, c'est une agriculture qui s'est modernisée, qui techniquement quand même est à la pointe. Et donc, on a besoin de personnel quand même compétent, qualifié. Enfin, on l'a dit, mais je tiens à le souligner. Voilà. Et qui vit aussi avec ces contraintes climatiques. La preuve en est avec le gel, malheureusement. Et quand on parlait d'emploi, justement pour créer des CDI, eh des petites structures ont du mal à s'engager aussi pour créer des CDI parce que quand vous allez geler sur une petite exploitation, la personne aura peut-être des fois besoin d'embaucher malheureusement que la moitié de son personnel ou un peu moins. Quoi. J'avais une discussion, alors j'ai la chance d'avoir une belle-sœur franco-bulgare qui assiste d'ailleurs ce soir à notre conférence. Elle m'expliquait qu'il y avait beaucoup d'agences d'intérim en Bulgarie qui s'occupaient de réaliser des contrats et donc d'envoyer de la main-d'œuvre dans différents pays d'Europe. Vous travaillez avec des agences d'intérim type Pôle emploi en Bulgarie ou pas du tout? Ou vous travaillez à partir d'ici? Non, pas du tout. Nous, enfin, on travaille vraiment avec le Tarn-et-Garonne. Voilà. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas une piste de solution qui permettrait à l'ensemble des agriculteurs d'avoir accès à une main-d'œuvre peut-être un peu plus qualifiée ou qui éviterait ces problèmes dont vous parliez tout à l'heure de comportement, etc., que d'encadrer les contrats ou de travailler directement avec ces sociétés? Alors, se pose souvent quand même aussi des fois un problème juridique et notamment de charges sociales. On a eu dans ce département des exemples où c'est que certains organismes hors Union, de l'Union européenne, même, voilà, mais sur lesquels il s'est avéré qu'il n'y avait pas une facturation de toutes les charges sociales, des choses comme ça. Donc, les exploitants ne veulent pas prendre le risque non plus. Voilà. D'accord. Vous parliez tout à l'heure aussi des problèmes. Les Français ont du mal à aller travailler dans les champs. Il y a quelqu'un qui pose, alors je ne connais pas le nom, je vois Redmi B, je ne sais pas qui c'est, vous m'excuserez, qui explique qu'on ne connaît pas bien les évolutions du métier. Est-ce que vous intervenez dans les écoles pour promouvoir les métiers? Est-ce que ce ne serait pas une manière de faire connaître le métier auprès des jeunes et ses aspects positifs? Ah, c'est Brigitte. C'est Brigitte qui pose la question. Et je voudrais aller plus loin. Dans un monde idéal où vous aviez accès, où les politiques vous écoutaient, où tout le monde était conscient des difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revaloriser ces métiers de l'agriculture? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on devrait changer pour remettre les Français au champ? Allons travailler dans les champs. C'est une très bonne question. Malheureusement, je pense que je n'ai pas la réponse. Je crois que déjà, une partie de communication, voilà, sur l'évolution de notre métier, sur les techniques, sur toute la partie environnementale, les efforts environnementaux qui ont été faits en agriculture. Peut-être que cela pourrait redonner un peu de bon sens ou de dire qu'on participe quand même à un effort national, et je pense qu'on a été une des premières employeurs, enfin un des premiers métiers peut-être à faire autant d'efforts sur lequel nous n'avons jamais communiqué. Voilà. Ensuite, je prends souvent l'exemple dans ce département, on a aussi une zone logistique à Montbartier qui demande beaucoup d'emplois, mais vous avez des personnes qui préfèrent être 8 heures par jour en étant un technicien de commande, à passer des commandes toute la journée, plutôt que de venir travailler à l'air libre dans une exploitation. Et ça, pour le changer, c'est quand même difficile. C'est une concurrence aussi qu'on a, nous, dans le métier d'agriculture, d'avoir aussi des zones comme ça. C'est des gens qui sont payés des fois cosmiques et qui peut-être auraient des prix, un salaire revalorisé en venant travailler dans l'agriculture, qui ne connaissent pas et qui ont cette appréhension aussi. Et puis, et aujourd'hui, quand même, on le voit de plus en plus, les gens qui stigmatisent l'agriculture, quoi. Oui, absolument. Mais ça, et ça date pas d'hier, hein. Ça date pas d'hier. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, c'est la première année. Alors, ça fait pas non plus longtemps que je suis, voilà, mais ça fait quand même bientôt 8 ans que je suis président de la DSEA. C'est la première année que j'ai eu des remontées d'agriculteurs
qu'il y a eu des remontrances de personnes par rapport à l'antigel. Les gens ne supportent plus le bruit des moteurs pour l'antigel, justement, pour protéger nos cultures. Oui, Oui, c'est on a au entendu premier, ça. là. C'est ça. Et, Maurice Andral peut témoigner. Je Maurice suis Andral au peut témoigner. premier abord, moi. Hum. Donc, vous avez vu le problème que j'ai connu la semaine dernière. On a Christelle qui souhaite poser une question. Christelle, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, alors, bon, tout à l'heure, vous parliez de l'intégration et tout ça, que c'était pas évident, effectivement, dans un pays étranger. Je suis bien placée pour le savoir. Maintenant, pour moi, le problème, c'est, je le vois ici, la barrière de la langue était un énorme problème. Ici, un étranger qui arrive dans le pays comme dans lequel je suis doit apprendre la langue française, puisque c'est le français qui est la langue parlée ici, doit apprendre la langue française. Il a un trimestre, voire 6 mois maximum, pour pouvoir se débrouiller en français. C'est le prérequis. Sinon, eh ben, effectivement, c'est de l'immigration choisie, nous en sommes d'accord, mais sinon, eh ben, il repart. Le problème que l'on a à Moissac, c'est que, pour y avoir vécu quelques années, il me semble, ils ne veulent pas, je ne stigmatise pas les Bulgares, hein, c'est absolument pas une histoire de Bulgares ou qui que ce soit d'autre, se forcer à apprendre le français. On l'a vu, on le voit bon, avec les Bulgares, puisque Madame Viguier en parlait tout à l'heure, qui ne parlait pas français, qui avait des soucis. On le voyait aussi avec les Maghrébins, puisque j'ai eu travaillé dans les écoles à Moissac, et c'était les enfants qui faisaient la traduction aux parents, et donc ils traduisaient ce qu'ils voulaient, et on ne pouvait pas comprendre forcément. Donc voilà, les anciens ne veulent pas faire l'effort d'apprendre le français. Donc, il y a un gros fossé qui devient même un ravin entre l'intégration qu'il faut pour bien s'adapter à la vie moissagaise, à la vie de la France, c'est tout. Voilà le souci que, selon moi, il y a chez nous. Et alors, ça ne vient pas que de Moissac, hein. Ça vient, pour moi, c'est national. Hein. C'est justement la thématique de l'intégration, de l'éducation, de la langue. Ce sera l'objet du chapitre numéro 3 de notre grand dossier sur les profils et les méthodes d'intégration. On en parlera. Et le problème du travail, en fait partie. Absolument. 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 Alors, on évoquait... Oui. Christelle nous parle du Québec, depuis le Québec. Hein, donc, c'est pour ça qu'elle parle de l'obligation de la langue quand on arrive dans ce pays. Oui, pardon, excuse-moi Gérard, j'ai pas... On avait évoqué cette problématique pendant notre première conférence et on avait la chance d'avoir avec nous Stéphane Altasser, donc, qui est chercheur sur ces populations depuis une bonne dizaine d'années, docteur en études slaves, qui nous avait expliqué que le meilleur moyen pour qu'ils apprennent le français, c'était de réaliser des cours de français autour de formations techniques, autour de formations sur l'agriculture justement qui pourraient... qui les intéresserait directement. Donc voilà, c'est une piste à explorer. Mais selon moi, ils ne veulent pas forcément non plus s'intégrer plus que ça, puisque j'ai juste l'exemple de mon mari qui avait quand même pignon sur rue sur Moissac. Ils étaient devant chez lui, assis sur les marches, à manger des pipas, à cracher partout. Quand il leur demandait de ramasser leurs déchets, de sortir de là, parce que il y avait de la patientèle qui devait venir, non, ça continuait à cracher. Ils ne voulaient pas respecter. Je ne dis pas que c'est tous, mais une grosse partie, c'est comme ça. C'est une façon de vivre qu'ils ont. Ce n'est pas du tout la même que la nôtre. Et
pour s'intégrer, il faut quand même respecter la façon de vivre aussi des personnes qui sont déjà en place, entre guillemets. On le sait, on sait que ce sont que plusieurs ont des façons de vivre différentes et c'est pour ça qu'on travaille sur le sujet. On cherche des solutions ensemble, on essaye de comprendre d'abord et d'écouter les acteurs majeurs et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à c'est pas moi ça cette hein. problématique. C'est pas moi ça gay. C'est national, voilà. Oui. Moi, je vous invite à écouter l'entièreté de la conférence que nous avons fait, la visioconférence, le chapitre numéro 1, qui explique effectivement toutes ces différenciations culturelles, toutes ces habitudes et toute l'histoire de ces peuples également, qu'il est intéressant de comprendre pour pouvoir décrypter les comportements d'aujourd'hui. Il y a Maryse qui veut intervenir. Oui, moi merci Séverine. Moi, je voudrais juste dire que les agriculteurs, comme l'a dit Alain et Maurice, comme l'ont dit Alain et Maurice, ne demandent qu'à avoir de la main-d'œuvre. Encore une fois, on est un très, très, très gros producteur de fruits. On a là une place que certainement beaucoup nous envient. Nos agriculteurs, ils ont des marchés en France et à l'étranger qui sont très, très, très importants. Alain nous a donné le chiffre du nombre de personnes nécessaires pour travailler. C'est une très grosse richesse pour notre département. Si les arboriculteurs ne plantent plus, si on n'a plus de main-d'œuvre, le département du Tarn-et-Garonne fera quoi? Parce qu'avec notre plateforme de Bressol, on ne fera pas vivre le Tarn-et-Garonne. Donc, certes, il faut vivre mieux cette immigration, les immigrations en général. C'est jamais facile, ni pour ceux qui arrivent, ni pour ceux qui sont là. Mais il faut penser que là, nous sommes dans une richesse énorme de notre département et qu'on ne peut pas se permettre de faire baisser les productions. C'est très, très, très important pour le département. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bien, Séverine, on va peut-être refermer cette conférence, cet échange. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions qui nous préoccupaient aujourd'hui. On a bien vu que les questions d'intégration se posent et ça sera l'objet du chapitre 3. Moi, je retiens quand même 3 ou 4 pistes intéressantes dans tout ce qui s'est dit. On voit bien qu'il y a un problème d'image pour l'agriculture et qu'il y a peut-être un travail en profondeur à faire pour donner à notre agriculture une image plus positive, comme étant un lieu, non pas d'un bagne, mais au contraire un lieu d'épanouissement. Et vous nous avez expliqué ce que vous faisiez les uns et les autres pour faire avancer les choses. Il y a probablement encore beaucoup à faire pour améliorer tout ça. Il y a un problème de formation professionnelle, on le voit bien, et vous l'avez, Alain Hisch, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a un problème de formation professionnelle qu'il faudra prendre à bras le corps, parce que là aussi, c'est une des conditions de l'intégration. Sinon, il n'y a pas d'intégration s'il n'y a pas des gens formés qui ont envie de rester. Il y a un problème d'éducation, globalement. Et puis, il y a aussi, on l'a dit, et ça a été évoqué de manière très forte, le problème de la langue. Et donc ça fait partie des conditions d'accueil et de la manière dont on accueille ces populations-là. On ne peut pas se permettre de continuer à les accueillir à les accueillir, c'est un bien grand mot d'ailleurs, mais à les faire venir sans mettre en place un certain nombre de dispositifs qui nous assurent et vous assurent que vous aurez une main-d'œuvre formée, capable de comprendre les consignes, capable de comprendre les raisons de vos décisions et en même temps capable donc de s'intégrer dans le paysage tarn-et-garonnais. Donc voilà, ça fait des chapitres à ouvrir et on en reparlera probablement lors de notre prochaine visioconférence. Peut-être sera-t-elle en présentiel, peut-être. On ne va pas prendre d'engagement là-dessus. En tout cas, moi, je voulais remercier Nathalie Viguier pour ses explications, sa franchise. Je voulais remercier Maurice Andral, que je connais, avec lequel nous avons eu l'occasion d'échanger beaucoup et qui nous a donné son point de vue d'exploitant, et bien sûr Alain Hisch, qui, en tant que responsable syndicaliste et en tant que responsable de la Chambre d'agriculture, nous a éclairé sur les situations du département, voire au-delà.
Merci à toutes et à tous. On va presque clôturer. Et avant ça, on va donner la main à Alain, qui la lève depuis tout à l'heure. Hein. Oui, moi je voulais simplement dire, en tant qu'observateur, je ne suis pas intervenu. Alors évidemment, je m'associe en tant que co-organisateur avec Séverine, Gérard, Maryse et d'autres de cette soirée. J'ai regardé avec attention et écouté avec attention cette visio, cette conférence, et je tiens à dire qu'elle était de très bonne qualité. Donc merci beaucoup Séverine, merci beaucoup Gérard, merci Nathalie, merci Maurice et merci Monsieur Alain Hiche, que je n'appelle pas Alain parce que je ne le connais pas particulièrement, mais merci beaucoup à tous les quatre. Vous avez fait une très belle prestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Et donc, on se donne rendez-vous pour le chapitre 3 qui traitera des questions d'éducation et d'intégration. Merci à tous pour votre participation. Merci, bonsoir. Au revoir. Et bonne soirée. Merci. Au revoir. Grand merci Alain et Nathalie. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.